Je vais essayer d'être assez rapide, malgré que ce ne soit pas évident. En tout cas, je vous promets une chose, c'est que ce transparent que vous allez voir sera mis en ligne sur la page Facebook de l'association et donc vous pourrez le consulter. Il y a trop de chiffres dedans que je ne prendrai pas la peine de commenter maintenant parce qu'il me faudrait 2 heures pour ça. Et donc, rapidement et sans m'étaler, oui, bien sûr. Non, il le faut. Pas le tâche, il faudra, c'est possible. Ce processus électoral dont je vais parler, parce que moi je ne vais pas parler seulement de la fraude ou alors des modes de scrutin, malgré ce qu'a dit Sifahat, je ne vais pas parler seulement des modes de scrutin. Donc je vais parler d'une manière générale des défis. D'ailleurs, théoriquement, je devais commencer cette matinée. Et donc je vais essayer de passer en revue plusieurs problèmes, car le processus électoral est composé de plusieurs opérations complexes et connexes. Et les défis, on les rencontre dans les différentes opérations. Chacune, quand on parle, pour prendre un exemple du cadre légal, ça commence par la loi qui crée l'ISI, par le code électoral, mais ça va aussi au code de conduite, au décret réglementaire, etc. Et donc c'est tout un package énorme que certains, bien sûr, veulent constituer apparemment, ils n'ont pas profité dans leur jeune âge du jeu du Lego, mais bon, ils veulent faire ça à la Lego, donc des petites composantes qui vont coller par la suite. Mais bon, c'est un travail qui est assez complexe. Et donc, on est à la veille, façon de parler, d'élections qui, à mon avis, sont très différentes des élections du 23 octobre. On ne peut pas les assimiler. On n'était pas dans les mêmes situations. Ce sont des élections qui vont donner des fruits ou des résultats complètement différents. Et on n'est pas dans la même configuration. Le 23 octobre, on devait élire des constituants pour une période normalement qui devait être limitée. Ah oui, et apparemment, ils sont là pour 3 ans. Et normalement, c'était pour faire une constitution. Et quand on a une constitution, c'est après tout un texte juridique, et donc c'est un texte juridique par définition révisable. Et donc à la limite, même si on se trompe, on peut rattraper le coup par la suite. Les prochaines élections, c'est beaucoup plus grave, parce qu'on va avoir des élections qui vont nous amener des gens qui vont essayer d'instaurer la démocratie et surtout de la rendre irréversible. Et ils vont être là pour 5-10 ans. Et donc, l'erreur n'est plus permise. Et donc, il va, à la limite, je plains ceux qui vont être aux commandes pour les prochaines élections. Ce qu'on n'a pas fait après les élections passées, ce qui est très grave d'ailleurs, et c'est une caractéristique de la Tunisie, c'est qu'on fait rarement des évaluations. Rarement des évaluations. Et là, pour les élections du 23 octobre, à part les rapports des ONG et des organisations internationales qu'on a vus, à part le rapport de l'ISI, qui n'est pas un rapport objectif, puisque c'est les maîtres d'œuvre de l'opération. Donc, et donc il faut un œil critique et donc une évaluation. Cette absence d'évaluation a passé sur plusieurs lacunes. Dans une situation, non, c'est pour dire que la situation était celle-là, les délais étaient ceux-là, la configuration et la situation étaient quelque chose, en tout cas une configuration qui ne pouvait pas faire ou permettre en tout cas un travail parfait. Alors plusieurs questions, hein. Les centres spéciaux pour moi c'est une aberration. J'espère qu'on verra plus ça. Je sais qu'ils étaient obligés de faire ça, mais en tout cas pour les prochaines fois, j'espère qu'on verra plus les centres spéciaux. Quand on parle des bureaux de vote où il y a 900 votants, ça aussi, c'est quelque chose d'inacceptable. La norme internationale est à peu près à 500 votants. Et donc, il va falloir revoir tous ces points-là. Je parlerai de certains d'entre eux très rapidement tout à l'heure. Pour les prochaines, comme je l'ai dit, donc, il va y avoir plusieurs défis, en tout cas plusieurs points sur lesquels il va falloir discuter. Et je m'étonne d'ailleurs que la société civile et les politiciens n'ont pas commencé à réfléchir sur cela, à part, comme l'a dit Farhat, la question du mode de scrutin, qui à mon avis est une question au-delà de secondaire, j'expliquerai pourquoi. Eh bien,
On parlera du mode de scrutin, mais à mon avis, quelque chose d'autant plus important, c'est combien de bureaux de vote pour la prochaine fois, quelle inscription des électeurs, et enfin, quelle mobilisation. C'est le plus important, à mon avis, sur ces questions, ou en tout cas cette programmation et cette mise en place des prochaines échéances. Très rapidement, sans perdre du temps, parce que je sais que la concentration ne peut pas durer au-delà d'une demi-heure. Les modes de scrutin, je ne vous fais pas un cours théorique, mais je pense que ce schéma est assez synthétique pour montrer qu'on a deux grandes familles et qu'il y a toujours des hybrides au milieu, donc un mélange des deux. On a le système majoritaire, le système proportionnel. Le système majoritaire, il ne dit pas que qui m'a fait comme. Le système proportionnel, à la table magique, c'est aussi simple que ça. Et donc, mais bon, par la suite, les mathématiciens sont énormes, effectivement. Ils sont extraordinaires. Parce qu'ils nous font des calculs ou des opérations ou des règles de calcul extraordinaires pour essayer, le but est toujours le même en fin de compte, essayer d'avoir la meilleure représentativité possible de l'électorat dans la représentation avec les sièges. Et donc qu'est-ce qu'on a? On a un majoritaire, fameux uninominal, ça donne la liste. Et par la suite, dans chacun des systèmes, on a un seul tour ou alors deux tours. Par la suite, à part le majoritaire, on a le proportionnel. Bien sûr, il ne peut plus y avoir du nominal sur le proportionnel, puisque par définition, c'est une liste. Et donc, on a les plus grands restes, ce qu'on a essayé le 23 octobre, et on a la plus forte moyenne. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a encore d'autres flèches qui sortent. Il faudra un tableau jusque-là pour y arriver. Mais en tout cas, pour vous donner une idée de l'ingéniosité de ces mathématiciens et des politiciens, voilà, ça, c'est une carte que vous pouvez voir à ma compte sur Wikipédia. Ça vous donne la mosaïque. Il y a le majoritaire, il y a le proportionnel, mais la grande majorité, c'est un mélange des deux. Bon, et ce qui fait qu'on a des systèmes vraiment disparates. Toujours le but est le même. Et on dit, tiens, le système allemand, il est extraordinaire. Oui, c'est vrai qu'il est extraordinaire, le système allemand. Je suis amoureux du système allemand. Mais il faudrait que je vive en Allemagne pour ça. Je suis désolé, ça ne marcherait pas en physique. Il faut des Allemands pour ça. Et donc, chaque système est fait pour un pays déterminé, pour une conscience et pour un civisme déterminé, et pour des gens habitués à un processus électoral et à des opérations électorales. Bien. Ah, ça c'est aussi quelque chose que j'adore. C'est la conclusion du mail qui a été pris dans la boîte mail de Sihama Dijbeli. C'est un truc que j'adore, que j'ai lu peut-être 100 fois, que je n'arrête pas de relire. C'est quelqu'un qui a envoyé un mail, bien, c'est Sihama Dijbeli, je le mot de scrutin, il s'est atteint. C'est légitime. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il y a 2 ans, bien sûr. C'est légitime. C'est tout à fait normal. Et donc il lui explique par la suite, on parle de quoi c'est bien, le tension l'âme, ça donne ça. Voilà les choix. Le mode de scrutin, alors qu'est-ce qu'il conseille? Premier choix, du nominal à un tour. On dit c'est un mode de scrutin au chaos technique. Inès, vous avez mon chéri, et monsieur Issaouk, tu as tout perdu, et puis il a tout gagné. Ça, c'est un système qui est très bien, pour bien sûr un certain point de vue. Deuxième choix, le proportionnel plus fort ou moyen, mais en réduisant les circonscriptions parce que ça se rapproche par une nominale. Troisième, mi-sèche, plus forte moyenne, on a les circonscriptions en habite. On bat. Quatrième choix, c'est le proportionnel avec le plus grand reste, ce qu'on a eu le 23 octobre. Et enfin, l'uninominal en 2 tours, ça, il lui dit, c'est catastrophique, parce que les gens vont voter, et après ils se rendent compte de la bêtise, et ils vont 15 jours après rectifier le tir, et vous vous retrouvez out. Voilà. Donc, allons-y. Ça coûte cher et ça embête l'électorat. Alors, les interrogations qui se posent aujourd'hui, 2, à mon avis. Mais le premier est à but historique et donc je ne vais pas m'attarder dessus. J'ai pris les résultats du 23 octobre et je me suis amusé à les faire passer par les différents modes de scrutin possibles. Par la suite, j'ai dit que ce n'était pas très très intéressant parce que la société politique tunisienne n'est plus qu'elle était le 23 octobre. Et donc j'ai pris les sondages actuels et j'ai fait la même opération, mais en réduisant les modes de scrutin parce qu'en allant dans le développement, on se rend compte que certains modes de scrutin sont zédis. C'est pas la peine de se casser la tête dessus et donc on se concentre sur le principal. Alors, si vous voulez bien, je vais passer rapidement, hein, mais faites attention aux couleurs, ça vous donne une idée sur les proportions
2. Voilà. Vous habituez au couleurs. Bien sûr, le Nahda Zarqa, le CPR Akhdar, etc. Zarqa, bien sûr. Ça existe. Je n'ai pas dit Hamad. Vous avez une idée des couleurs? Je passe. Ça, c'est le plus grand reste. Alors, tout le monde a dit après les élections, Kenji ou Mouch, les plus grands restes, plutôt les plus grandes moyennes, Nahda aurait fait. Ça aurait été le jackpot. Ils ont entièrement raison. Si c'était les plus fortes moyennes, ça aurait donné ça. Et c'est pour ça que c'est Aya Al-Jabal de l'Intikhabet, qui dit comme ça, bon. Effectivement, ça aurait donné ça. C'est ça le plus forte moyenne. Et vous comprenez pourquoi c'est le conseil qui a été donné par Par la suite, je me suis dit, tiens, si on faisait le seuil de 5%, parce que tout le monde disait, il y a trop de listes, trop de parasites, de trucs parasitaires. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une liste. Et donc, je me suis un seuil, pardon. Et donc, j'ai créé le seuil de 5%. Et j'ai pris les grands restes. Alors, excusez-moi, mais dans les plus fortes moyennes, il y a deux méthodes principales. Il y a la méthode de Hont, qui est un mathématicien, et il y a la méthode de Saint-Lag, deux systèmes de décompte. Ça donne ça. Toujours Nahda, 116, 133, 113. Allez, chaque fois qu'on élimine les parties qui sont en bas, ça grossit la barre des parties qui sont en haut. Et comme Nahda partait très en avance, c'est tout à fait normal qu'elle allait encore engorger plus de sièges. Bien. Par la suite, هذه السيركونسكريبسيون ناسيونال شنو عشان صحيح حنا نعملوا سيركونسكريبسيون كان عملنا سيركونسكريبسيون ناسيونال شنو هي سيركونسكريبسيون ناسيونال معناها كل حزب يتقدم بليسته واحده فيها 217 مقعد على المستوى الوطني. Ça élimine les partis qui ne peuvent pas être partout, ça élimine les indépendants, mais ça crée un système. Et alors même avec ce système-là, ça donne 121 sièges pour Nahda. Donc chose qui fait, Mnin Harbin, c'est toujours le même système. En fin de compte, le plus grand reste, ça a été celui qui a réparti à tous les partis, en quelque sorte, des sièges, en essayant de ne pas garder un parti quand même très présent d'avance par rapport le majoritaire, oui. C'est ça ce qui lui avait conseillé le premier choix. Le majoritaire à un tour. Le majoritaire à un tour, ça donne ça. À deux tours. Bye bye. Bien. S'il vous plaît. La démarche est encore longue, donc en fin de compte, علاش فما كان عريضه في دائره جابت هي لا ماجوريتي دونك خلات 8 بلايص صافي تطير نفسها الباقي كل جاك بوت. Bien. À deux tours. Oui, on va y venir. À deux tours. Alors, avant de vous mettre le deux tours, il faut dire que le deux tours, j'ai été critiqué par mon ami Razi ici, mais il a tout à fait raison, parce que le deux tours, quand on essaie de le faire sur des résultats, c'est un travail qui est loin d'être scientifique. Et moi, j'adore tirer le diable dans la queue. Et donc, j'ai fait quand même, القوائم الكل. وكل قائمة قلت هذه شنو الاتجاه نتاعها؟ زعما كان جات باش تحسن تمشي ملنا ولا تمشي لنا؟ صعيبة. C'est sûr. Donc, j'ai fait, c'est une simulation. Oui, c'est une simulation. Non, c'est pas scientifique. Et en plus, quand on fait les deux tours, on ne va pas faire de simulation parce qu'on ne sait pas si les personnes qui ont voté au premier tour vont venir au deuxième tour ou pas. Et on ne sait pas d'ailleurs si les personnes qui viennent au deuxième tour, j'ai au premier tour ou le géo. Donc tout cela, c'est des inconnus. Mais disons partant sur l'idée que c'est comme ça. Bien, voilà ce que ça m'a donné. Ça a donné pour le majoritaire à deux tours, le Harida qui vient en tête. Parce que les gens ne savaient pas qui était le Harida. Et à choisir entre deux, il y en aura beaucoup qui se répartis vers le Harida. Maintenant, le Harida, c'est de l'histoire. Hein. On va voir ça dans les musées, ça n'existe plus. Par la suite, Nahda et par la suite CPR. En tout cas, là, vous voyez l'effet du deuxième tour. Ça se concentre entre 4-5 formations à la fin, et on peut même réduire à cela à 2 et 3. C'est ce qu'on va voir. Le proportionnel à 2 tours donnera ça, ou donnerait cela. Ce sont les simulations que j'ai essayé de faire. Alors, il y a quelqu'un dont je ne citerai pas le nom qui n'arrête pas de me dire depuis le 23 octobre: ah, mais allez, je couche l'uninominal. Les simulations de l'uninominal. Donc, je ne peux pas faire la simulation de l'uninominal parce que les partis sont présentés en liste. Comment je vais faire pour voir si... Et après, je me suis dit, tiens, pour lui faire plaisir, j'ai pris délégation après délégation. Et j'ai vu quelle était la liste majoritaire qui était venue dans chaque délégation. Rad Marel Nahda, comme d'habitude. Donc, même dans ce cas-là, ça n'aurait pas marché.
ça donne? Ça donne un parti qui reste toujours en tête, très très loin, tout à fait normal, quelle que soit la formulation qu'on fait, mais on voit que, suivant les méthodes qu'on utilise, on va voir beaucoup plus de sièges au milieu, et peut-être un déplacement du deuxième classement, en quelque sorte. Mais, en tout cas, avec la morphologie du 23 octobre, c'est pas très très différent. Pas de très grands changements dans les modes de scrutin, et on voit très bien que celui qui répartit le mieux les sièges entre les partis, c'est bien ce qu'on a utilisé, et ça a donné cette mosaïque qu'on a fait le Majlis Dioum, et qui est ingouvernable, bien sûr. Ingouvernable, effectivement. Deuxième. Alors on va essayer de prendre, ou faire des simulations, avec les sondages de mars et les sondages de mai. Mais là aussi, il y a nota bene, on donne au sondage la valeur qu'ils ont. Je parle du Sadaqa al-Ali, c'est très bien qu'on est en train d'apprendre cela, et qu'il doit y avoir des critiques aussi sur le résultat de ces sondages et sur les techniques qu'on est en train d'utiliser. Mais prenons cela pour de l'argent comptant et voyons comment va se faire. Pourquoi je garde celui de mars? On dirait celui de mai suffirait. Parce que c'est pour vous montrer qu'on est en train d'évoluer vers une certaine morphologie, vers une certaine structure de la société politique qui ne changera, à mon avis, pas de manière très importante. Mais c'est toujours une tendance que j'essaie de démontrer. Alors, voilà le sondage de mars. Alors, le 3C essaie de faire 8 régions et il fait un sondage sur ce truc-là. C'était embêtant de faire des sondages avec les sondages de mars, les simulations, car les restes sont trop importants. Mais en tout cas, ça donne ça. Voilà avec les plus grands restes. Rappelez-vous, en mars, et donc ça donne ça. Deuxième, il y a 3 points de suspension ici, parce qu'il y a d'autres parties, bien sûr. Par la suite, les plus fortes moyennes, avec la méthode de honte, ça donne ça. Et donc, c'est moins de partis encore qui se répartissent la scène politique. La méthode Sagal, qui est un peu différente. Vous voyez qu'il y a une répartition qui est différente entre le rouge et le bleu, suivant qu'on est dans le système de honte, le précédent, comme celui qui utilise la Belgique par exemple, ou alors ce système-là, qui est le système de Sainte-Lague, et qui donne surtout beaucoup plus de sièges pour les petits partis. C'est pour ça qu'il les défend. Alors, à 2 tours, ça donnerait cela, bien sûr. Mais les 2 tours est plus facilement simulable parce qu'on a des statistiques qui sont beaucoup plus concentrées. Et par la suite, voilà le tableau général. Bien sûr, j'ai fait du rouge et du bleu pour montrer que si c'était une coalition possible. Surtout si on va devant les 2 tours, on présuppose que Nahda aura avec Al-Arida qui existe bleu et que Nidal aurait avec lui le Jumhuri et Jabal Charbi qui reste au milieu. C'est possible. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui donne cela. Alors la différence avec le système qu'on a vu pour le 23 octobre, vous voyez qu'il n'y a plus de grande différence et qu'il n'y a plus un parti en tête, mais plutôt 2 partis en tête avec un parti au milieu. Et donc on va plutôt faire une configuration à l'allemande, encore l'Allemagne, des 2 partis et demi. Zozahzeb se succède au pouvoir, et un 3e parti qui va faire le balancier ou l'arbitre, et que suivant qu'il aille avec le premier ou le deuxième, va constituer la majorité qui va gouverner. C'est la tendance, en tout cas, générale que donnent les sondages. Voilà le sondage de mai. Il y a beaucoup plus de détails, et donc ça m'a donné beaucoup plus de plaisir de faire des simulations avec. Alors voilà ce que ça donne. Voilà. Donc la répartition des sièges en mai pour, effectivement, les plus grands restes. Ça se voit très bien. Donc on est 90 Nidal, 70 Nahda, 24 Jabra, 8 Jumhuri, et par la suite 1 ou 3 sièges. Arida n'existe plus, bien sûr, aujourd'hui. Ok? Bien, ça c'est le plus grand reste. Par la suite, prenons le système Sainte-Lague. Ça donne 98, 74, 22 et quelques petits sièges. Enfin, la répartition des sièges pour Honte, plutôt, ça donne 110 et 76 et Jabra 13. Le système qui donne effectivement les 2 partis élus. Voilà le tableau récapitulatif sur lequel j'aurai des commentaires parce que c'est là que je vais démontrer pourquoi les politiciens sont en train de se concentrer sur les modes de scrutin.
c'est pour se réserver des sièges, tout à fait légitime d'ailleurs. Premièrement, la Rida n'existe plus, donc parti. Bien. Par la suite, ce qu'il faut remarquer, c'est ça. Le système de Hont va créer une absence totale de sièges pour les petits partis, quand on a deux partis qui sont bien en avant, et ceux qui sont en bas ne prennent rien du tout. Et donc, si on est dans ce système-là, ça n'arrange pas les petits partis. Donc, à part les 2,5, tous les autres, ça ne les arrange pas, le système de Hont. Et donc, c'est un système qui, pour les politiciens, n'est pas intéressant, en tout cas de tous les bords. L'autre système, c'est le Saint-Flag, où ils donnent pour les petits partis des poussières, de 1, 2, alors que les plus grands sièges sont là. Et donc, c'est pour cela que la forte moyenne a été, pas par la Narda seulement, mais parce que ça arrange la Narda aussi, a été éliminée ce dialogue national. Ça explique pourquoi. Qu'est-ce qui reste? Les plus grands restent, et on y est, c'est ce qu'ils ont choisi. Alors, qu'est-ce que ça donne comme configuration? Quelle a été la partie active dans le dialogue national? Je mouille. Alors, regardez. C'est là. Il était combien? Il a 8 sièges avec ce système. Il n'a presque rien sur les autres. Et donc, on va avoir deux partis qui ont 90-70, donc qui ne sont pas très très loin l'un de l'autre. On va avoir le demi-parti qui va avoir 24, sans aucun sens péjoratif bien sûr, mais on l'appelle comme ça en sciences politiques, donc le système des deux partis et demi. Et on va avoir donc un parti qui suit de 8 et les autres qui ont quelques sièges s'ils arrivent jusqu'aux élections. Voilà. Donc, pour récapituler ça, le mode de scrutin dans la configuration actuelle n'est pas ou n'a pas l'importance du mode de scrutin où on venait d'après les simulations de ce qui se passait ou ce qui s'est passé le 23 octobre. Et si on continue dans cette évolution, moi personnellement, en tout cas, en un politique, ou quelqu'un qui ne fait pas de politique, premièrement, je ne vois pas où est l'intérêt des coalitions. Car qu'est-ce que ça va ajouter? Ça a un peu bien changé dans le tableau actuel. Et donc, le choix des plus grands restes va dans ce sens-là. Effectivement, d'avoir deux partis et demi qui vont essayer de gouverner. C'est donc, pour résumer et pour terminer, en ce qui concerne les modes de scrutin, les deux points qui ont été suscités par plusieurs personnes. Concernant les systèmes hybrides, moi je considère que les systèmes hybrides ne sont pas faits pour la Tunisie. Il y a beaucoup de personnes dans la salle ici qui ne sont pas du même avis. Moi, en tout cas, quand un électorat donne 6% de voix entre nul et bulletin blanc, je pense qu'on n'est pas encore apte à avoir un système assez difficile. Bien. Discussion, en tout cas, ouverte. C'est mon avis. Vous avez compris que c'est ça, c'est Birdley, ma chère collègue, qui a un avis contraire. Le scrutin uninominal, je pense qu'il est très difficile d'aller vers ce système aujourd'hui parce qu'on n'a pas de recensement de la population fiable et on n'a pas et pendant cette période en tout cas il est très difficile de toucher au dessin de la répartition en tout cas des circonscriptions électorales. Qu'est-ce qui reste? C'est la bipolarisation comme je vous l'ai dit et ce qui fait que, à mon avis, aujourd'hui la question qui se pose concernant les élections, c'est surtout est-ce que ce sera des élections honnêtes ou pas? Quel mode de scrutin? C'est une autre paire de manches et ce n'est pas très très important à mon avis. Combien de bureaux de vote? Voilà la question. Je vais faire rapide. Combien de bureaux de vote? Car c'est une question importante. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu des bureaux de vote archi-longs, des files d'attente de 3-4 heures. Vous savez, par exemple, aux États-Unis, aux dernières élections, les électeurs ont intenté une action en justice contre l'État américain parce qu'ils ont eu 2 heures de file d'attente dans les bureaux de vote. Ah, je sais que statistiquement c'est ça, bien sûr. On a eu 800 votants. Quand on a 800 votants par bureau de vote, 1 minute par votant, ça donne 800 minutes. Ça donne 13 heures de travail pour un bureau de vote. Et quand on fait 13 heures de travail dans un bureau de vote, ça voudra dire automatiquement une fraude possible. Parce qu'on ne peut pas être réveillé et alargué avec autant de temps et autant de personnes. Et il faut bien que les gens se reposent en plus. Ces files d'attente permettent aussi le marketing politique. Et on l'a vu. On l'a vu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans la file d'attente et ils ne sont pas encore sûrs de qu'est-ce qu'ils vont faire. Et donc on les utilise, ces gens-là. Alors que quand ils sont là pour 1 heure seulement, ils votent très rapidement et on n'a pas le temps de les accoucher.
Et donc, par contre, quand on passe à 500 votants, ça devient quelque chose de beaucoup plus réaliste. Mais à refaire les calculs, ça m'a époustouflé. Car, qu'est-ce qu'on avait au 23 octobre? On avait un total de bureaux de vote qui est de 8500 bureaux de vote. Si on applique la règle des 500, on passe à 16 000. Presque. Et donc, il va falloir les gérer, les 16 000. 2014. Hein? Ah oui, j'en suis convaincu. Pas avant 2014. Alors, et donc 16 000 bureaux de vote, vous savez, moi ce qui me dérange dans les 16 000 bureaux de vote, c'est que, faisant un calcul arithmétique classique, simple, il faut 4 agents par bureau de vote. Et donc quand on a 4 agents par bureau de vote, en 2000, le 23 octobre, on a eu donc 34 000 agents de bureau de vote. Quand on va à 16 000 bureaux de vote, on va devoir en avoir 70 000. Et c'est ça l'intégrité et l'honnêteté de l'opération électorale. Ce n'est pas le mode de scrutin. Avec n'importe quel mode de scrutin, ça se décide le jour des élections, effectivement. Est-ce que le vote de l'électeur est bien celui qu'il a décidé? Et pour ça, ce sont les 4 agents des bureaux de vote qui décident. Ce n'est pas la loi électorale. S'ils sont honnêtes, s'ils ouvrent l'œil, s'ils sont objectifs, s'ils appliquent vraiment les règles, s'ils sont surtout bien informés, elle l'a bien dit, ça dit, la formation, on ne peut pas former un agent des bureaux de vote pendant 4 heures, ça ne sert à rien du tout. C'est comme si vous laissez donner à quelqu'un un poignard et que vous lui dites allez dans la jungle chercher un ours ou un ours. Il n'y a pas d'ours dans la jungle. Il y a les lions. Ça n'a pas de sens. Et donc il faut les outiller. Et moi j'ai assisté au dépouillement dans un bureau de vote. Le président du bureau de vote, Khalisou Kamal Aouni. Je vous assure. Ah oui. Parce qu'il ne savait pas comment faire. Et quand je lui dis document fini. Président, ah oui, bien sûr. Ah oui. Je le dis, oui, je n'ai pas le droit de le dire, mais je le dis, bien sûr. Il ne savait pas quels étaient. En tout cas, dans le bureau de vote où j'ai fait le dépouillement, il n'y avait pas les PV dans sa collection statique. Bien. Il allait le faire. Et donc, quelle inscription? Moi, mon problème avec l'élection du 23 octobre, c'est l'inscription, quand je veux pas. Et je vous ai mis mon attestation d'inscription. Qu'est-ce qu'il y a sur l'attestation d'inscription? Il y a un cadre que tous les Tunisiens n'ont pas vu. Ils ont signé, mais ils n'ont pas fait attention. Pourtant, Maktoub Ali, c'est Hachav. Parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps de dire aux gens ramener un justificatif de résidence. Et donc, c'est tout à fait normal, il n'y avait pas d'autre solution. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir des manipulations de corps électorales. C'est-à-dire que des partis peuvent déplacer des personnes d'une circonscription à une autre pour récolter le maximum de sièges. Et ça, c'est un cas de fraude. Mais on ne peut pas le prouver aujourd'hui. Avec ce système, on n'avait pas le choix, mais qui existe. Et donc, ceci me pose un grand problème. L'inscription de ceux qu'on a inscrits, à mon avis, n'est pas fiable. Et donc, les 51%, à mon avis, je ne dis pas qu'il faut jeter ça à la poubelle, mais il faut auditer. Il faut auditer. Il faut faire un audit. Pour savoir, est-ce qu'on prend ça en considération ou est-ce qu'on considère demain qu'on n'a aucune personne inscrite et qu'on reprend le tout dès le début avec un justificatif de résidence. C'est pour ça que je dis. Regardez ce qu'un spécialiste de la fraude électorale dit. Il dit que pour l'inscription sur les listes, on peut aller de 5 à 27% de non-inscrits et une erreur de 4 à 5%. Additionner les deux chiffres maximaux, donc le 27 et le 5, ça nous donne, en tout cas, une valeur maximale permise dans l'inscription de 27%. Nous, dans l'ancienne inscription, celle du 23 octobre, on était à 49. Ce qui fait que l'on est dans une situation où les élections ne peuvent pas être considérées comme étant réussies. Je suis désolé. C'était ce qu'on pouvait faire. On n'avait pas le choix, je le sais. Mais il faut aujourd'hui prendre les dispositions pour ne pas avoir la même situation que la dernière fois. Et ne pas dire, on fait les élections dans 6 mois. Ça, je suis contre. On ne fait pas les élections dans 6 mois. On fait les élections dans le temps qu'il faut.
La carte d'identité ne peut être une référence, un référent. C'est tout. Mais ce n'est pas l'élément dirimant qui permet à une personne de voter. Ça, c'est qu'une inscription, bien sûr. Et donc, pour moi, si on veut faire l'inscription, il va falloir mobiliser. Il va falloir travailler. Et on a déjà perdu du temps depuis le 23 octobre à ne rien faire et à dissoudre, ou en tout cas permettre le départ de l'ancienne ISI. C'est pour la seule raison d'ailleurs que je maintiens, autrement le texte est clair. ISI termine avec les élections passées. Et donc, quelle mobilisation? C'est des autres chiffres que je présente depuis quelque temps et qui dérangent. Quand on a besoin de faire de bonnes élections, il faut mobiliser. Je termine dans 2 minutes, Monsieur le Président. Quelle est cette mobilisation? Eh bien, pour les ISI, on a besoin de l'organe administratif, des IRI, des agents d'inscription et de bureaux de vote. Ça chiffre, hein? S'il y avait une calculatrice, ça tournerait. Et par la suite, la société civile doit être là aussi, parce qu'elle doit observer, elle doit encadrer, etc. Et donc, ça donne des bureaux de vote, des observateurs, monitoring des médias, des formateurs. Et ça donne un total énorme. On parle là d'une population de 121 000 personnes qu'il faut former. Qu'il faut former pour faire quoi? Pour que leurs yeux soient ouverts, qu'il n'y ait pas de fraude. C'est tout. Et là, excusez-moi le terme, je m'en fous du mode de scrutin. Ce n'est plus un souci pour moi. Si je sais qu'il y a 121 000 personnes qui verront là pour qu'il n'y ait pas de fraude, le mode de scrutin importe peu. C'est effectivement ce que j'avais à dire. Alors, une personne m'a dit, où est-ce qu'on va aller chercher les 121 000 personnes? Je lui ai dit, vous oubliez, quand tu disais, vous en avez 370 000. Les étudiants, bien sûr. Ils sont répartis dans toute la République, ils n'ont pas de responsabilité, et ils sont disponibles, j'en suis sûr et certain, mais en tout cas mobilisables. Ah ben, il faut commencer dès maintenant. On a pris beaucoup de retard. Pour conclure, ce que je vous ai dit, je ne vais pas le reprendre. Se concentrer sur les modes de scrutin, c'est intéressant. Il faut laisser des gens travailler sur ça. Mais le plus important, et surtout pour la société civile et les partis politiques, c'est de mobiliser les gens, de former les gens. C'est ce qu'il faut faire pour être prêt pour les élections, quelles qu'elles soient. Alors la date, à mon avis personnel, quand le texte sur l'ISI est sorti et qu'un journaliste est venu me demander dans une interview quelle date je pouvais prévoir, je lui ai dit, moi je ne vois pas ça avant le premier trimestre 2014. Maintenant, je ne veux rien dire. Là, c'est dit à Farhad de m'arrêter. Ah bon. Je termine toujours avec ça. Je vous remercie pour votre attention. جدا للمجتمع المدني ويجب ان ياخذها بعين الاعتبار ويبدا الان